Tottenham a enfin ou encore choisi un nouveau coach. Et cet homme s'appelle Roberto De Zerbi. Et déjà, avant de commencer la vidéo, j'en ai déjà parlé dans des shorts sur YouTube, sur TikTok. Mais aucune personne, parce qu'elle a un avis différent de vous, parce que le coach et ce qui s'est passé dans ces différents clubs, n'a le droit de se faire insulter ou de se faire harceler. Parce que, je cite, c'est pas important, on s'en fout, c'est que le football. Ce qu'il a fait, non, c'est pas un problème. Si les gens ont des valeurs et les valeurs sont au-dessus de ce que représente le football pour eux, ils ont le droit d'exprimer. Ils ont juste dit un avis. Ils vous ont pas harcelé, ils vous ont pas tapé. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Déjà, je voulais juste faire ce petit passage avant de commencer la vidéo. Mais déjà, donc oui, et dans cette vidéo, je vais te montrer et je vais t'expliquer le style de jeu de Roberto De Zerbi, sa manière d'entraîner et ce qui s'est passé dans ces différents clubs. Alors, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à t'abonner. Et déjà, on va commencer avec Tottenham, hein, la vérité. Puisqu'on reste Tottenham, on ne sait jamais faire un move intelligent au bon moment. Déjà, tu prends un coach à 7 matchs de la fin, tu ne prends pas un pompier de service, tu prends un coach à long terme, tu prends un coach pour 5 ans qui est déjà connu pour être un coach qui ne dure pas, moins de 2 ans dans chacun de ces différents clubs, et surtout un coach qui divise, qui a divisé la communauté. On le sait, je vous l'ai dit en intro, c'est comme ça. Mais bon, maintenant, il faut être derrière l'équipe. Et est-ce que, justement, cette nomination de Roberto De Zerbi sera le glas qui sonnera la fin de Tottenham en Première Ligue? Puisque je vous le rappelle quand même avant, quand il est arrivé à Brighton, ses 5 premiers matchs, il les a pas gagnés. Il lui reste 7 matchs, la moitié de l'effectif encore blessé, des joueurs qui ne sont pas De Zerbi compatibles. Donc, est-ce qu'il arrivera à sauver le club de la relégation? On le verra bien dans quelques semaines. Et pour commencer, on va déjà parler de sa nomination. Sa nomination s'est faite pendant cette trêve internationale, après que Igor Tudor, qui a fait un intérim catastrophique, on va le dire très sincèrement, en plus qui a perdu son père au mauvais moment. Je rappelle quand même les stats d'Igor Tudor, hein. Vous les avez à l'écran, mais aucune victoire en Première Ligue. La seule victoire qu'il a eue, c'est face à l'Atlético Madrid au match retour, mais ça servait pas à grand chose de gagner ce match, surtout si c'est pour faire juste un 3-2, même si on a vu des choses. Même s'il y a eu un nul face à Liverpool, mais ce Liverpool est très très faible. Même la semaine d'après, on l'a vu face à Brighton. Mais la nomination et le timing restent catastrophiques. Tu vas chercher un coach qui a des idées, qui veut faire quelque chose, mais à ce moment-là, le coach, c'est comme ça, mais on reste 17e de Première Ligue. On vient de perdre face à Nottingham Forest à domicile 3-0. Ça veut dire qu'on est à un point de la relégation parce que West Ham a perdu son match. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui s'emboîte. Parce que bon, on sait que c'est pas un Sean Dyche qui est très très fort lors d'une relégation. C'est pas un pompier de service. C'est beaucoup plus un entraîneur qui construit quelque chose et qui va chercher, qui va essayer d'imbriquer tout le monde, qui va essayer de créer sa manière de jouer. Est-ce que ça, il arrivera à le faire dans les derniers matchs qui vont suivre la fin de cette nomination et de cette trêve internationale compliquée? Il arrive ce vendredi du côté du Tottenham Hotspur Stadium et du centre d'entraînement. Mais est-ce que le temps va suffire? Bonne question. Et surtout, j'ai gardé le meilleur pour la fin par rapport à sa nomination, c'est le contrat. Le contrat qu'il a eu. Oui, il n'y a pas eu de clause de relégation. Donc ça veut dire que si Tottenham tombe en Championship, il reste à Tottenham. Parce que selon ses dires, il est heureux de venir à Tottenham et veut faire de Tottenham ce qu'il est et être la pierre angulaire du système. Il se dit même qu'il aurait gagné le droit d'avoir, je dis bien d'avoir, les pleins pouvoirs sur les transferts à partir de cet été. Mais le contrat qu'il a reçu, 12 millions de livres par an. Rien que ça. Plus 3 millions de bonus sur des performances sportives. Donc par exemple cette année, s'il maintient Tottenham, ça veut dire que selon les calculs, c'est 15 millions. 15 millions. Ça veut dire qu'il se place au même niveau qu'un Guardiola ou qu'un Mikel Arteta. Les deux plus gros salaires de la Première Ligue. Si ces bonus sont actifs, il est deuxième. Sinon, il est à égalité avec Mikel Arteta à 12 par an. Est-ce que vous voyez une bonne chose? Je ne sais pas. Moi, je ne donnerai pas mon avis. Dites-le moi en commentaire pour le vôtre.
Là, je vous ai fait le contexte de sa nomination. Maintenant, on va parler du niveau et du contexte humain. C'est un coach qui, on le sait tous, divise et divise, que ce soit dans sa manière de coacher, que ce soit sa manière d'être, sa manière de vivre à fond tout ce qui se passe. On connaît ce qui s'est passé avec Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. Oui, certains vont dire, mais tu sais, le coach, il n'a pas la plein pouvoir sur ce que demande un club et ce que fait le club pour faire jouer ses joueurs. Mais moi, je vais te dire, il aurait pu être un peu plus neutre, il aurait pu être un peu plus... Il n'avait pas besoin d'être aussi dithyrambique, aussi heureux de faire revenir Mason Greenwood dans l'équipe et lui demander de faire des vraies excuses publiques. Ça aurait changé beaucoup de choses déjà. En plus, on sait, c'est un coach volatile de toute sa carrière. Il n'a jamais entraîné un club plus de 2 ans. Et même, à chaque fois, ça marche toujours très très bien. Il y a un début de jeu, il y a un fond de jeu intéressant. Ses équipes prennent vie. Mais au final, c'est toujours à cause d'une bagarre, d'un différend avec ses supérieurs, ses dirigeants, qui font qu'au bout de 2 ans, ça pète. On l'a vu du côté de Brighton, où ça a complètement explosé avec les dirigeants de Brighton. À l'Olympique de Marseille, c'est pareil. Il a décidé, parce qu'il vit tout à 100%, de partir de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Moi, personnellement, je dirais que non. Mais bon, c'est comme ça. Mais pourquoi? Tu me diras, ça arrive d'être comme ça arrive d'être aussi volcanique. Eh ben, tout simplement, c'est dans sa manière de coacher de base. Déjà, il a été adoubé par Pep Guardiola. Donc, ça veut dire que le talent et le niveau et le style de jeu sont très attrayants. Et on l'a déjà vu beaucoup de fois, que ce soit à Marseille, etc. Mais on peut dire qu'il y a trois grands axes majeurs dans son style de jeu. Déjà, il veut le ballon. Il veut la possession. Il fait partie de ces coachs-là de la nouvelle génération qui veulent contrôler le ballon. Il veut être protagoniste sur le terrain. Et il fait tout avec l'envie, la passion, à 100%, voire même à 110, voire 200%. Déjà, comme l'a dit Guardiola, il est l'un des hommes les plus influents du football actuel. Pourtant, est-ce qu'il a gagné un grand titre? Est-ce qu'il a fait de grandes choses dans un très grand club? Pour l'instant, non. C'est juste la vision des choses qui fait que c'est un bon coach. Bonne question. Et déjà, on va s'intéresser à sa formation. Il joue souvent dans un 4-2-4. Une ligne de 4, 2 milieux de terrain et une ligne de 4 où le numéro 9 et le numéro 10 sont sur la même ligne. Côté défensif, puisqu'on va commencer par la défense avant l'attaque, puisque, entre guillemets, c'est son plus gros point faible, ça joue du man-to-man. Déjà, il joue dans une défense en man-to-man. Surnombre au milieu de terrain. Si tu bats son milieu de terrain, ça veut dire que derrière, c'est comme un peu Ange Postecoglou. Tu as une ligne ultra haute, donc si tu passes la défense, tu peux quasiment être tout le temps en 1 contre 1. On l'a vu souvent à l'Olympique de Marseille, côté offensif. Et quand il joue en 4-2-3-1, justement, il a surtout besoin de milieux de terrain qui sont vraiment très très bons avec le ballon. Déjà, premier problème à Tottenham. Donnez-moi un excellent milieu de terrain, je parle de milieu de terrain. Un mec qui joue vraiment au milieu de terrain, qui a une excellente qualité de passe. C'est ce qu'on demande depuis des mois, des années au mercato, on n'en a toujours pas. Et créer des différences. Mais bon, que ce soit à l'OM, parce qu'on parle Højbjerg, certains s'en souviennent, était mauvais en passe courte, mais excellent en jeu long. Et à Brighton, il avait Moises Caicedo, Alexis McAllister et Pascal Gross, qui sont connus pour être d'excellents passeurs. Les transitions deviennent excellentes. Quand tu as une excellente qualité de passe, tu peux casser des lignes. Est-ce qu'à Tottenham, ça arrivera? Ôtez-moi d'un doute, ça paraît compliqué. Et justement, pour avoir ce style de jeu offensif, le but, comme je l'ai dit, c'est les défenseurs qui doivent d'abord avoir le ballon, mais surtout appâter le pressing adverse pour faire monter la ligne, envoyer vers les milieux et les offensifs pour créer des angles de passe, des lignes de passe et derrière se créer des occasions. Mais comme je l'ai dit, est-ce qu'à Tottenham ça arrivera? C'est compliqué. Et on le sait, à cause de ça, quand tout va mal, et quand tout va bien, bah tout va bien, parce que cet homme vit tout à 100%. Et c'est bien là le problème de Roberto De Zerbi. C'est pour ça que la fin n'est jamais magnifique avec lui, surtout quand on rappelle qu'il a un contrat de 5 ans. Et pour ça, j'ai bien envie de te donner mon 11 type de la fin de la saison, même si c'est compliqué. Déjà, au cas, je vais commencer par Kinski, parce que Kinski est le meilleur jeu au pied, et De Zerbi demande beaucoup à ses gardiens, en plus Vicario blessé, catastrophique avec ses pieds. Donc, nouvelle chance pour Kinski, on espère que cette fois, ça va marcher.
À droite, Pedro Porro, on va pas changer. Bon au pied, même si beaucoup de mauvaise qualité, mais c'est littéralement la seule option qu'on a. En défense centrale, j'aimerais mettre Romero et Danso. On connaît la qualité de passe de Romero. Danso est littéralement notre meilleur défenseur cette saison. Et à gauche, je mettrai Mickey Van de Ven. Parce que comme ça, au moins, tu peux renforcer l'axe. Tu peux passer aussi en défense à 3. Puisqu'on le sait, même au cours d'un match, il peut changer plusieurs fois de formation. Et là, le hic, c'est ici. Qui mettre dans ce fameux double pivot? On peut parler d'un Archie Gray, d'un Lucas Bergvall, d'un Pape Matar Sarr, et j'en passe et des meilleurs. Mais personnellement, de mon côté, je garde Archie Gray. Archie Gray sera titulaire pour moi jusqu'à la fin de la saison. Et ça m'étonnerait même pas que Archie Gray soit élu meilleur joueur de Tottenham à la fin de la saison. Mais c'est qui le deuxième milieu? Palhinha, un casseur de jambes? Pape Matar Sarr, qui est plutôt pas mauvais dans le double pivot qu'ils ont créé? Lucas Bergvall? Et ben moi, je dirais, je pars sur Lucas Bergvall. Et pourquoi tu vas me dire, c'est peut-être trop offensif? Mais déjà, on a un coach offensif, premièrement. Et derrière, j'ai mis Van de Ven à gauche. Donc je peux passer en défense à 3. Donc renforcer la défense malgré un jeu offensif. C'est pour ça que je mets Archie Gray, Lucas Bergvall au milieu de terrain. Ce qui fait 4-2. Il manque le quatuor d'attaque. On le sait, Mohamed Kudus va revenir pour le match face à Sunderland et est prévu même qu'il reparte titulaire pour le match face à Brighton dans 2 semaines. Donc, moi, à droite, je pars avec Mohamed Kudus. Côté gauche, on part avec Mathys Tel, même s'il a beaucoup de déchets. C'est celui qui se donne le plus et qui continue à vouloir faire des choses, malgré que ce soit brouillon. Donc, Mathys Tel à gauche. Et mon numéro 10 plus mon numéro 9, je pars avec Richarlison en 9, parce qu'on le sait, c'est notre meilleur combattant, c'est celui qui va aller à la guerre. Et en numéro 10, obligatoirement, Xavi Simons, en espérant, même si vous savez les sentiments que j'ai par rapport à ce joueur-là, en ce moment, c'est la meilleure solution qu'on peut avoir. Donc, voici mon 11. Kinski dans les cages, une défense à 4 en partant de la droite, Porro, Danso, Romero, Van de Ven, un milieu, un double pivot, Bergvall, Archie Gray, un quatuor d'attaque, Richarlison soutenu par Xavi Simons et Mohamed Kudus et Mathys Tel sur les côtés. Mais c'est bien beau de parler de formation, c'est bien beau de parler de système de jeu, c'est bien beau de parler de la philosophie du coach. Mais au final, le grand problème qu'il y a et qui reste à Tottenham, c'est le reste de la saison. Il n'y a que 7 matchs jusqu'à la fin de la saison. 7 matchs. Alors qu'est-ce qui se passera à la fin de la saison? Déjà, est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va se maintenir? Déjà, Roberto De Zerbi n'a pas de clause de départ, mais est-ce que Tottenham serait assez bête, ou en tout cas serait assez intelligent pour dire vas-y, on va virer Roberto De Zerbi, parce que 15 millions l'année en Championship, c'est très très cher. Donc, un énorme point d'interrogation. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce qu'il va rester? On ne peut pas répondre à toutes ces questions. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, Roberto De Zerbi est connu. Roberto De Zerbi, on le connaît, n'a jamais fait plus de 2 ans dans un club, depuis son début de carrière. Et tout ce qu'on lui promet. Je rappelle même que, à l'Olympique de Marseille, au début, ça parlait de 3 ans. 3 ans. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et pour terminer, j'aimerais juste parler et dire une chose. Nous sommes fans de Tottenham. Nous ne sommes pas fans de De Zerbi. Donc, soyons derrière l'équipe. Tout le monde a le droit de donner son opinion tant qu'elle n'insulte pas ou, bien sûr, qu'elle n'harcèle pas les autres. N'est-ce pas? Disons juste une chose. Comme aux New Spurs, soyons derrière Tottenham. L'avis sur le coach, moi aussi ça me gêne énormément. Je ne serai jamais derrière Roberto De Zerbi, comme beaucoup. Et vous avez le droit de le penser. Et c'est normal, c'est humain. Alors, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un commentaire pour dire ce que t'en penses. Est-ce que De Zerbi c'est le bon choix? Est-ce que De Zerbi va nous sauver? Dis-moi toi en commentaire. Mais si tu veux, n'hésite pas, va voir cette vidéo sur Jimmy Grimm. Je ne sais pas si elle est là ou là. Mais en tout cas, tu pourras voir l'une de nos plus grandes légendes, l'un des plus grands joueurs anglais dans ces moments difficiles. Allez, comme on y se perce.